Madison Square Garden en juin 1983. Le combat vient de se terminer et un jeune boxeur, Billy Ray Collins Jr., vient de perdre. Son visage est tuméfié et ses yeux sont presque fermés. Son père traverse le ring pour aller saluer le vainqueur. Il félicite le boxeur adverse. Il attrape le gant afin de lui serrer la main. Et là, il se fige. Le gant est beaucoup trop fin et beaucoup trop dur et il n'y a presque rien à l'intérieur. Ce père, Billy Ray Collins, vient alors de comprendre une chose terrible. Son fils ne s'est pas battu contre un homme, il s'est battu contre un tricheur, une arme. Or, cette arme, quelqu'un l'avait fabriquée. Un homme l'avait préparée dans un vestiaire 1 heure plus tôt, avec un calme effrayant. Cet homme s'appelle Carlos Panama Lewis, et il est alors l'un des entraîneurs les plus respectés de la boxe mondiale. Mais il n'était pas seul dans ce vestiaire. Un deuxième homme se tenait juste à côté de lui. Cet homme a tout vu, et pourtant, il n'a rien dit. Bienvenue dans cette anatomie d'une triche qui a coûté plus d'une vie. Pour comprendre cette nuit, il faut d'abord comprendre qui était Panama Lewis, car cet homme n'avait rien d'un inconnu. Au début des années 80, il est l'un des meilleurs cerveaux de la boxe. Il a été formé par le grand Chiqui Ferrara. On le retrouve dans le coin des plus grands champions, jusque dans celui de Roberto Duran. Il lit un combat comme un musicien lit une partition. Mais sa vraie passion se trouvait ailleurs. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était les hommes. Et il ne s'intéressait pas à n'importe lesquels. Il repérait ceux qui doutaient d'eux-mêmes. Il cherchait ceux qui voulaient un maître plus qu'un entraîneur. Il choisissait ce qu'il pouvait modeler. Une psychiatre française, Marie-France Irigoyen, a posé un mot sur ce type d'homme. Elle appelle cela l'emprise. Je ne prétends pas que Lewis était un cas clinique, car personne ne l'a jamais examiné. Mais son comportement correspond point par point à ce qu'elle décrit. Le manipulateur choisit toujours des proies fragiles, puis il se rend indispensable. Peu à peu, l'autre ne sait plus penser sans lui. Et Irigoyen ajoute un détail que je vous demande de retenir jusqu'à la fin. Ces hommes-là ne ressentent pas la culpabilité, car elle glisse sur eux. Voilà qui était Lewis. Il ne cherchait pas des boxeurs doués, il cherchait des hommes obéissants. Le premier avertissement arrive en novembre 1982. Son boxeur, Aaron Prior, affronte Alexis Arguello dans l'un des plus grands combats de l'histoire. À la fin du 13e round, Prior est épuisé. C'est alors que les caméras de HBO filment une scène restée célèbre. Lewis refuse la bouteille d'eau qu'on lui tend et en réclame une autre. Prior boit le contenu de la bouteille. Il repart au round suivant complètement transformé et il met Arguello KO. Que contenait cette bouteille ? Personne ne l'a jamais su. Lewis a juré qu'il s'agissait seulement d'eau. D'autres ont parlé de médicaments dilués pour ouvrir les poumons. Mais tout cela reste une rumeur et je préfère donc rester prudent. Je vous invite d'ailleurs à l'être aussi. Retenez simplement cette phrase, celle que j'ai mélangée. Un homme qui truque une bouteille en direct devant des millions de gens sans que sa voix tremble n'est pas un homme qui dérape une fois. C'est un homme qui applique une méthode. Il lui manquait seulement une main pour tenir cette arme. Cette main, ce sera celle de Luis Resto. 16 juin 1983, dans les vestiaires, loin des caméras, Lewis prépare son coup. Il retire une trentaine de grammes de mousse dans chaque gant par des trous percés dans la paume. Puis il trempe les bandages de Resto dans du plâtre. En séchant, le tissu durcit et devient dur comme du béton. C'est le même plâtre qu'on utilise pour réparer un os cassé, mais ici, il servira à briser les os des autres. Et voici le détail qui change tout. Resto a regardé Lewis vider les gants et il a senti le plâtre durcir sur ses poings. Autrement dit, il savait parfaitement ce qui se passait. Alors pourquoi n'a-t-il rien dit ? On pense d'abord à la peur, mais la réalité est plus compliquée. Il y a près de 5 siècles, un jeune homme de 18 ans s'est posé exactement cette question. Il s'appelait Étienne de la Boétie et il a écrit un texte intitulé « Le discours de la servitude volontaire ».
Sa question était très simple. Pourquoi tout un peuple obéit-il à un seul homme ? Il n'obéit pas parce qu'on l'y oblige, mais parce qu'il l'accepte. Et la Boétie en tire une réponse redoutable. Le tyran ne possède aucun pouvoir en propre, car il détient seulement celui qu'on veut bien lui donner. Je ne dis pas pour autant que Rhesto était libre, car il ne l'était pas. Il vivait grâce à Lewis. Il pensait à travers Lewis. Il avait besoin de lui pour exister dans le noble art. La contrainte était donc bien réelle, mais elle restait invisible. Personne ne la menaçait, et pourtant il était prisonnier. C'est exactement là que se cache le piège. La pire des servitudes n'a pas besoin de chaînes, parce qu'on finit par la confondre avec un choix. Et ce mécanisme ne concerne pas seulement Rhesto. La psychologie l'a démontré des milliers de fois. Face à une autorité qu'on respecte, la plupart des gens obéissent bien plus loin qu'ils ne l'imaginent. Rhesto l'a résumé lui-même des années plus tard. Quand on lui demande pourquoi il s'est laissé faire, il répond simplement « I went along ». Je me suis laissé porter. Il ne s'agissait pourtant pas d'ignorance. Rhesto savait très bien que c'était mal. Il l'avait même déjà fait au moins 2 fois auparavant. Et c'est justement cela le plus difficile à regarder en face. Un homme peut savoir qu'une chose est monstrueuse et la commettre quand même, parce que sur le moment, désobéir au chef fait plus peur que trahir sa propre conscience. Ce soir-là, Rhesto n'a pas seulement gagné un combat truqué, il a surtout laissé un autre homme décider à sa place de ce qu'il ferait subir à son adversaire. Et cet adversaire, justement, qui était-il ? Il s'appelait Billy Ray Collins Jr. On parle beaucoup des 2 hommes du vestiaire, mais presque jamais de lui. Il avait 21 ans et il était invaincu. Son propre père, Billy Collins, l'entraînait depuis toujours, et c'est ce père qui sentira plus tard le gant truqué. Collins avait tout l'avenir devant lui, une femme et une carrière qui commençaient à s'envoler. Pendant 10 rounds, il a reçu des coups qui n'avaient plus rien d'un combat. Son visage a gonflé jusqu'à se fermer complètement. Une blessure à l'œil lui a laissé une vision floue pour le reste de sa vie. Sa carrière s'est arrêtée cette nuit-là. Mais on ne lui a pas seulement pris la boxe, on lui a pris la seule identité qu'il connaissait. Il a alors sombré peu à peu. Le 6 mars 1984, moins d'1 an après le combat, sa voiture a quitté la route près de chez lui, dans le Tennessee. La version officielle parle d'un accident, mais personne dans son entourage n'y a jamais cru. Il restait les 2 hommes du vestiaire et ils ont suivi 2 chemins opposés. La justice a fini par rattraper Rhesto. En 1986, il est condamné avec Lewis pour agression, complot et possession d'une arme. Cette arme, c'était ses propres poings. Lewis est condamné à 6 ans de prison et Rhesto en purge environ 2 et demi. Pendant près de 25 ans, il nie tout en public. Puis un jour, quelque chose finit par céder en lui. En 2007, il va trouver la veuve de Collins pour lui demander pardon. Il se rend aussi sur la tombe de son adversaire. En 2008, face à la caméra, il avoue enfin l'ensemble du complot. Je ne vais pas en faire un héros pour autant, car des excuses ne rendent pas la vue à un mort. Mais ces 25 années de silence nous apprennent quelque chose d'important. Nietzsche avait déjà compris ce mécanisme. Selon lui, le remords est une violence qui ne trouve plus où frapper à l'extérieur. Cette violence se retourne alors vers l'intérieur et elle dévore lentement celui qui la porte. C'est exactement ce qui est arrivé à Rhesto. Il s'est dévoré pendant 25 ans avant de pouvoir parler. Mais Nietzsche souligne aussi une évidence que l'on préfère oublier. Pour que le remords vous ronge, il faut d'abord posséder une conscience. Et cette idée nous ramène directement à Lewis. Il sort de prison en 1990, mais il n'éprouve aucun remords. Jusqu'à sa mort, en 2020, il continue de tout nier. Il accuse les autres et il se pose en victime. Face à Rhesto lui-même, il rejette toute la faute sur son soigneur, Artie Curley. Or, cet homme était mort entre-temps, et il ne pouvait donc plus le contredire. Souvenez-vous maintenant de ce que disait Irigoyen. Chez ces hommes-là, la culpabilité glisse et ne trouve jamais aucune prise. Regardez bien le résultat final.
La victime est morte. Celui qui a frappé s'est rongé par le remords pendant 25 ans. Et celui qui a tout organisé n'a pas passé une seule mauvaise nuit. On pourrait s'arrêter là et se contenter de désigner le monstre. Lewis ferait d'ailleurs un monstre parfait. Mais si je vous ai raconté toute cette histoire, ce n'est pas pour pointer le méchant du doigt, car ce serait beaucoup trop facile. Et je sais très bien ce qui peut déranger dans cette vidéo. J'ai passé plus de temps sur celui qui a frappé que sur celui qui est tombé. Il y a une raison à cela. On peut facilement mettre Lewis à distance parce qu'il reste un cas à part, quelqu'un qu'on ne sera jamais. Resto, lui, est beaucoup plus proche de nous. C'est l'homme ordinaire qui a vu, qui a su et qui a pourtant laissé un autre décider à sa place. Et ce genre de renoncement n'arrive pas qu'aux boxeurs. Kant expliquait qu'il existe deux façons de mener sa vie. On peut recevoir ses ordres d'un autre et s'en laver les mains. On peut aussi décider soi-même de ce qui est juste et l'assumer jusqu'au bout. Kant résumait cette deuxième voie en deux mots latins, sapere aude. Cela signifie qu'il faut avoir le courage de penser par soi-même. Ce courage compte surtout quand celui qui nous domine nous ordonne le contraire. Et c'est précisément ce courage qui a manqué à Resto dans ce vestiaire. Alors posez-vous honnêtement la question, car elle ne parle pas seulement de boxe. Combien de fois avons-nous laissé un autre décider à notre place ? Nous nous rassurons souvent avec la même phrase « Ce n'est pas moi qui commande, donc ce n'est pas ma faute ». Or, à chaque fois, nous refaisons le geste de ce vestiaire. Et à chaque fois, il existe un Billy Collins Jr. quelque part qui en pâtit. Cette personne-là n'a rien choisi, mais c'est lui qui prend le plus cher. Collins avait 21 ans et il croyait simplement disputer un combat. La souveraineté ne consiste pas à commander les autres, elle consiste à refuser d'être l'instrument d'un autre, même lorsque l'obéissance serait tellement plus confortable. Car le jour où vous laissez les autres choisir pour vous, ce n'est pas toujours vous qui en payez le prix. Restez lucide, restez souverain.